Imaginez un marché où tout bloque en même temps. Les acheteurs veulent acheter, mais ils n'osent plus. Les vendeurs veulent vendre, mais ils refusent encore souvent de baisser suffisamment leur prix. Les locataires cherchent un logement, mais il n'y a quasiment plus d'offres. Les promoteurs veulent construire, mais les coûts, les taux et l'incertitude rendent les opérations difficiles. Et les bailleurs privés, eux, se demandent parfois s'ils ont encore intérêt à louer. Bienvenue dans l'immobilier français en 2026. Et ce qui est intéressant, c'est que cette crise n'est pas seulement une crise de prix, c'est une crise beaucoup plus profonde. Une crise de crédit, une crise de construction, de confiance, fiscale et surtout une crise de l'offre locative. Depuis juillet 2026, Foncia a même parlé d'une situation inédite depuis 54 ans. Selon les chiffres relayés par Capital, le groupe évoque une baisse de 7% des transactions dans l'ancien au premier semestre 2026, une hausse de 11% des annulations de compromis, 225 000 dossiers de locataires qualifiés depuis janvier, mais seulement 8 400 logements disponibles à la location au niveau national, dont environ 70 à Paris. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Pourquoi le marché est bloqué, pourquoi les locataires souffrent autant, pourquoi les bailleurs sortent du marché, et surtout, quelles stratégies peuvent encore avoir du sens dans ce contexte. Négociation, rénovation, LMNP, fiscalité, DPE, cash flow et nouveaux dispositifs comme relance logement. Comme toujours, ce n'est pas un conseil en investissement personnalisé, l'objectif c'est de comprendre les mécanismes pour prendre de meilleures décisions. Petite parenthèse partenaire, quand l'immobilier physique devient plus compliqué, plus cher, plus fiscalisé et moins liquide, l'un des réflexes intelligents, ce n'est pas forcément d'abandonner l'immobilier ou le rendement, c'est de le diversifier. C'est justement pour ça que j'utilise personnellement Maclear depuis plus de 2 ans dans une logique de diversification patrimoniale. Maclear, c'est une plateforme suisse de P2P lending et de crowdlending. Concrètement, elle permet d'investir dans des prêts à des entreprises européennes. Vous choisissez les projets, vous voyez le taux affiché, la durée, le scoring, et vous pouvez commencer à partir de 50 €. La plateforme met actuellement en avant des rendements annuels pouvant aller jusqu'à 15,60% selon les projets avec un modèle de financement direct d'entreprise. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas le même moteur de performance qu'un appartement locatif, qu'un ETF ou qu'une crypto. En revanche, il faut rester sérieux, le crowdlending comporte un risque de perte en capital et même Maclear précise que son fonds de provision ne couvre pas une perte totale de capital en cas de défaut. Donc comme toujours, diversification, petit montant, analyse des projets et pas d'argent dont vous avez besoin à court terme. Vous avez le lien en partenaire en description pour découvrir la plateforme. Revenons à l'immobilier français. Pour comprendre la crise actuelle, il faut partir d'un point simple. Le marché a été drogué pendant des années à taux bas. En 2021, on pouvait encore emprunter autour de 1%, et cela permettait à beaucoup de ménages d'absorber des prix immobiliers très élevés. Mais quand les taux passent de 1% à 3%, 3,5% ou plus, la capacité d'emprunt chute brutalement. Selon les chiffres cités par Capital à partir de Foncia, pour une mensualité de 1 000 €, la capacité d'emprunt serait passée d'environ 216 400 € en 2021 à 169 000 € en 2024, avant de remonter légèrement en 2025, puis de retomber autour de 176 300 € en 2026. C'est ça le choc immobilier. Les Français n'ont pas forcément perdu l'envie d'acheter, ils ont perdu une partie de leur capacité d'achat. Et le problème, c'est que les prix n'ont pas toujours corrigé assez vite pour compenser cette perte de pouvoir d'achat immobilier. D'après la FNAIM, au 1er juin 2026, les prix des logements anciens en France s'établissaient autour de 2 994 € par mètre carré, en quasi-stabilité sur un an, à moins 0,1%, mais corrigé de l'inflation, ils reculent plutôt de 2,3%. En clair, nominalement, les prix résistent, mais en pouvoir d'achat réel, ils s'érodent. Et c'est là que le marché se bloque. Les acheteurs disent « avec ces taux, je ne peux plus payer aussi cher ». Les vendeurs disent « je ne veux pas vendre 15% moins cher que ce que valait mon bien il y a 2 ans ». Les banques disent « le dossier est trop tendu ». Et au milieu, les transactions ralentissent. C'est ce qu'on appelle un marché de défiance. Mais la partie la plus grave de la crise, ce n'est pas l'achat, c'est la location. Parce qu'un marché de l'achat bloqué, c'est déjà problématique, mais un marché locatif bloqué, c'est socialement explosif. Quand les gens ne peuvent plus acheter, ils restent locataires plus longtemps. Quand les locataires restent plus longtemps dans leur logement, il y a moins de rotation. Et quand il y a moins de rotation, il y a moins d'annonces. Moins d'annonces, la concurrence entre locataires explose, et quand la concurrence explose, les dossiers les plus fragiles sont exclus. C'est exactement ce que décrit Foncia, moins de congés locataires, moins de relocation, un taux de rotation qui tombe à 19,7% et un stock de logements disponibles représentant seulement 2,5% du parc national géré, avec moins de 1,5% à Paris, Lyon et Bordeaux.
Donc quand on parle de crise immobilière, il ne faut pas seulement penser à l'investisseur qui hésite à acheter, il faut penser à l'étudiant qui ne trouve pas de studio, au salarié qui refuse un poste parce qu'il ne trouve pas à se loger, au couple qui retarde un projet familial ou à la famille qui ne peut pas déménager. Le logement, ce n'est pas juste un actif patrimonial, c'est une infrastructure sociale. Quand le logement se grippe, tout le reste se grippe avec lui, mobilité professionnelle, pouvoir d'achat, natalité, études, attractivité des villes. Et cette crise locative a une autre cause majeure, le désengagement des bailleurs privés. On a souvent une vision caricaturale du propriétaire bailleur, quelqu'un de très riche qui possède 10 appartements et qui encaisse des loyers sans rien faire. En réalité, une grande partie des bailleurs sont des particuliers, parfois retraités, qui détiennent un ou deux biens, et ces propriétaires font face à une accumulation de contraintes. Fiscalité, travaux, hausse de la taxe foncière, impayés potentiels, encadrement des loyers dans certaines villes, interdictions liées au DPE, incertitudes réglementaires. Sur le DPE, la trajectoire est claire. Depuis le 1er janvier 2025, un logement doit avoir au moins la classe F pour être considéré comme décent énergétiquement, et à partir de 2028, il devra avoir au moins la classe E, puis au moins la classe D en 2034. L'objectif écologique peut se défendre, mais économiquement, pour beaucoup de bailleurs, surtout en copropriété, c'est un choc. Le propriétaire ne contrôle pas toujours les travaux collectifs, il ne peut pas forcément isoler l'immeuble seul, il peut devoir financer des travaux très lourds pour un rendement déjà faible, et parfois, il préfère vendre, laisser vacant ou sortir de la location longue durée. Le résultat, c'est que des règles pensées pour améliorer le parc peuvent, si elles sont mal calibrées ou trop instables, réduire l'offre locative à court terme. Et en France, ce n'est pas un petit sujet. Au 1er janvier 2025, le SDES estimait environ 3,9 millions le nombre de résidences principales classées F ou G, soit 12,7% du parc, dont environ 1,1 million dans le parc locatif privé. À cela s'ajoute la crise du neuf. Et là aussi, c'est très important, parce que si on ne construit pas assez aujourd'hui, on fabrique la pénurie de demain. Le ministère de la Transition écologique indique que de juillet 2025 à juin 2026, 376 241 logements ont été autorisés à la construction, soit 8% de moins que la moyenne des 5 années précédentes. Du côté des promoteurs, la Fédération des promoteurs immobiliers parlait aussi d'un premier trimestre 2026 très difficile, avec des réservations de logements neufs en baisse de 14,3% et des ventes en bloc en recul de 35%. Et ça, c'est le cœur du problème. La France manque de logements, mais elle construit difficilement. Pourquoi ? Parce que le foncier est cher, les normes sont nombreuses, les coûts de construction ont augmenté, les promoteurs ont du mal à sortir des opérations rentables, les acheteurs ont moins de capacité d'emprunt, et les investisseurs particuliers sont moins présents depuis la fin de certains dispositifs fiscaux. C'est un cercle vicieux, moins de ventes dans le neuf, donc moins de programmes lancés, moins de programmes donc moins d'offres futures, plus de tensions locatives, et plus de tensions locatives, plus de pression sociale. Maintenant, la vraie question est, est-ce que cette crise veut dire qu'il ne faut plus investir dans l'immobilier ? À mon avis, non, mais elle veut dire qu'on ne peut plus investir n'importe comment. À l'époque où l'on achetait un appartement cher, financé à 110% avec un taux à 1%, puis où la hausse du marché corrigeait toutes les erreurs est terminée, aujourd'hui il faut revenir aux fondamentaux. Premier point, acheter la rentabilité, pas seulement l'adresse. Un bien dans une grande ville peut sembler rassurant, mais si le rendement net est ridicule, si les travaux sont lourds, la copropriété est fragile ou la taxe foncière explose, et si le DPE est mauvais, ce n'est pas forcément une bonne affaire. A l'inverse, un bien dans une ville moyenne avec une vraie demande locative, une tension étudiante, un bassin d'emploi, une gare, des hôpitaux, des écoles, peut être beaucoup plus intéressant. Il faut regarder le marché local, pas l'immobilier français en général. Deuxième point, négocier avec les nouvelles réalités. Dans un marché bloqué, beaucoup d'acheteurs attendent le crack, mais le vrai sujet, ce n'est pas d'attendre une baisse magique, c'est de trouver les vendeurs qui ont réellement besoin de vendre. Succession, divorce, mutation, biens vacants, DPE médiocres, copropriété avec des travaux votés, propriétaires fatigués de gérer, ce sont souvent là que se trouvent les marges de négociation. Un bon investisseur immobilier ne gagne pas seulement à la revente, il gagne surtout à l'achat. Troisième point, intégrer les travaux dès le départ. Avant, les travaux étaient parfois vus comme une contrainte, aujourd'hui ils peuvent devenir une source d'opportunité. Un bien mal classé DPE peut se négocier avec une décote, mais il faut être capable de chiffrer sérieusement les travaux, isolation, chauffage, ventilation, menuiserie, copropriété, aides éventuelles, délais, artisans. La pire erreur serait d'acheter une passoire thermique simplement parce qu'elle est moins chère, sans comprendre le coût réel de remise sur le marché. Et maintenant, parlons d'un outil fiscal encore très important, le LMNP, loueur en meublé non professionnel. Le LMNP reste l'un des cadres les plus intéressants pour beaucoup d'investisseurs particuliers, surtout en location meublée longue durée. Pourquoi ? Parce que les revenus de location meublée sont imposés en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et non comme des revenus fonciers classiques. En micro-BIC, pour une location meublée classique, vous avez un abattement forfaitaire de 50% si vous êtes sous le seuil
applicable, mais le régime le plus puissant est souvent le régime réel, parce qu'il permet de déduire les charges réellement supportées, et notamment l'amortissement du logement et des meubles. Service public précise bien qu'au réel, le bailleur peut déduire certaines charges supportées dans l'intérêt de l'activité, dans l'amortissement du prix d'achat, du logement et des meubles. Concrètement, l'amortissement permet souvent de réduire fortement le résultat imposable, parfois de le ramener à zéro pendant plusieurs années, sans créer de déficit imputable sur votre revenu global en LMNP. C'est pour ça que le LMNP au réel a été si populaire. Mais attention, le cadre a été durci, la fiscalité des locations meublées est devenue moins généreuse sur certains points, notamment pour les meublés touristiques, pour les meublés de tourisme non classés, le micro-BIC est limité à 15 000 € de recettes avec un abattement de 30%, pour certains meublés classés ou chambres d'hôtes, les règles diffèrent avec des plafonds et abattements spécifiques. Donc il ne faut pas mélanger trois choses, LMNP longue durée, meublé étudiant et Airbnb touristique, ce n'est pas le même risque réglementaire, pas la même stabilité, pas la même acceptabilité politique. À mon sens, dans le contexte actuel, le LMNP le plus solide n'est pas forcément le Airbnb optimisé à l'extrême, c'est souvent le meublé longue durée ou étudiant, bien placé avec une vraie demande structurelle. Mais attention à un piège, la fiscalité ne doit jamais sauver un mauvais investissement. Un bien qui ne s'autofinance pas, mal placé avec une copropriété fragile, un DPE compliqué, un prix trop élevé ne devient pas excellent juste parce qu'il est en LMNP. Le LMNP est un amplificateur, si le bien est bon, il améliore l'efficacité fiscale, si le bien est mauvais, il peut juste masquer le problème pendant quelques années. Il faut donc raisonner dans l'ordre, d'abord emplacement, demande locative, prix d'achat, travaux, DPE, copropriété, financement et rendement net. Ensuite seulement la fiscalité. Et surtout, il faut calculer en net. Pas le rendement brut affiché dans une annonce, pas le loyer divisé par le prix d'achat, mais le rendement après taxes foncières, charges non récupérables, vacances locatives, assurance, comptabilité, travaux, intérêts d'emprunt, fiscalité, ameublement et frais de gestion si vous déléguez. C'est là qu'on voit si un investissement tient vraiment debout. Autre piste à surveiller, le dispositif Relance Logement, aussi appelé Jean Brun. Le gouvernement présente ce dispositif comme un moyen de relancer l'investissement locatif privé. Il concerne les logements situés dans des immeubles collectifs, neufs ou anciens, avec travaux représentant au moins 30% de la valeur du bien. Et le dispositif prévoit notamment la possibilité de déduire une partie du prix d'achat sous forme d'amortissement jusqu'à 12 000 € par an, ainsi que l'intégralité de certaines charges avec des conditions. Location pendant 9 ans à titre de résidence principale, plafond de loyer et interdiction de louer à un membre de la famille proche. C'est intéressant parce que cela montre que l'État commence à reconnaître un problème évident. Si le bailleur privé n'a plus de rentabilité après impôt, il sort du marché. Et s'il sort du marché, la crise locative empire. Mais là aussi prudence, un dispositif fiscal ne doit pas vous faire acheter trop cher. C'est l'erreur classique des anciennes défiscalisations, on vendait parfois l'avantage fiscal plutôt que le bien immobilier. Le bon réflexe, c'est de se demander, est-ce que j'achèterai ce bien sans l'avantage fiscal ? Si la réponse est non, danger. Donc, quelles sont les vraies stratégies dans cette crise ? La première, c'est de ne pas se précipiter sur l'achat de résidence principale si la mensualité vous étouffe. Acheter sa résidence principale peut être une excellente décision, mais pas si elle détruit votre capacité d'épargne, votre mobilité et votre sérénité financière. Le deuxième, c'est de regarder les biens qui ont un problème réparable. Un mauvais DPE peut être une opportunité si les travaux sont maîtrisables. Une mauvaise décoration peut être une opportunité, une mauvaise gestion locative peut être une opportunité, mais un mauvais emplacement, une copropriété ingérable ou une demande locative faible, c'est beaucoup plus difficile à corriger. Le troisième, c'est de privilégier les zones où la demande est visible, étudiants, jeunes actifs, hôpitaux, bassin d'emploi, etc. C'est une rue, un immeuble, un étage, un plan, un loyer, un locataire. La quatrième, c'est de garder une marge de sécurité, à 1% de taux, beaucoup d'erreurs passées, à 3% ou plus, beaucoup moins. Il faut prévoir vacances, travaux, hausse de taxes foncières, etc. Et la cinquième, c'est de ne pas tout mettre son patrimoine dans la pierre. L'immobilier est un excellent outil patrimonial, mais il est illiquide, fiscalisé, réglementé, concentré et souvent financé avec de la dette. Il doit donc s'intégrer dans une stratégie globale, cash, marché financier, obligations, immobilier, éventuellement crowdlending selon son profil. Ma conclusion est simple, la crise immobilière française est grave, mais elle n'est pas homogène. Elle est grave pour les locataires parce que l'offre manque, pour les primo-accédants parce que le crédit a réduit leur capacité d'achat, pour les promoteurs parce que le neuf reste sous pression, et pour les bailleurs parce que la rentabilité est attaquée de partout. Mais pour un investisseur patient, bien financé, bien conseillé et capable d'analyser froidement les chiffres, cette crise peut aussi créer des opportunités. Pas partout, pas à n'importe quel prix, pas avec n'importe quel bien, pas en croyant que la fiscalité va tout sauver, mais dans certains cas, oui. Acheter mieux négocié, rénover intelligemment, optimiser le régime fiscal, louer à une demande réelle et garder une vision long terme peut encore avoir beaucoup de sens.
Parce qu'au fond, la France a un problème très simple, elle manque de logements là où les gens veulent vivre. Et tant que ce problème ne sera pas résolu, l'immobilier restera un sujet central. La vraie question n'est donc pas faut-il encore investir dans l'immobilier, la vraie question est dans quel immobilier, à quel prix, avec quelle fiscalité, quel financement et quelle marge de sécurité.